analyses, le ministère a des chiffres très clairs. C'est encore mieux. Très clair. Alors en matière d'emploi, c'est assez simple. Par rapport à la période pré-Covid, on a récupéré 105,8% de l'emploi. Ça veut dire qu'on a récupéré tout l'emploi et on a ajouté entre 65 000 et 70 000 jobs supplémentaires. Donc la récupération est totale, elle a été rapide. Et aujourd'hui, on est sur une dynamique ascendante, croissante et extrêmement encourageante. Sur le deuxième chiffre et les deuxièmes set de chiffres qui est intéressant, c'est sur l'export. Aujourd'hui, on atteint des records, tout simplement. Pour vous faire très simple, on va finir l'année avec plus de 350 milliards d'exports industriels. 350 milliards de dirhams, c'est du jamais vu. Dedans, pour la première fois, on est en train de battre des records sur au moins 4 secteurs. Sans parler de l'industrie, des fertilisants, etc. Qui, elle aussi, bat des records, mais c'est un effet prix plus qu'un effet volume. Sur l'automobile, on a fait 77,7 milliards d'exports en 3 trimestres, ce qui nous donne de bonnes perspectives pour dépasser les 100 milliards de dirhams pour la première fois. Sur l'aéronautique, on a fait plus de 16 milliards sur les 3 premiers trimestres, ce qui nous donne l'espoir assez réaliste d'atteindre ou de dépasser les 20 milliards de dirhams pour la première fois historiquement sur les exports aéronautiques. Sur le textile, on a fait plus de 33 milliards, ce qui nous donne aussi l'espoir de dépasser pour la première fois dans l'histoire du Maroc 40 milliards de dirhams d'exportation. Sur l'industrie agroalimentaire, idem, on a encore dépassé les 30 milliards et pour la première fois dans l'histoire du Maroc, on va dépasser les 40 milliards de dirhams d'exportation. Donc c'est dire que la reprise est là, que la dynamique est fortement haussière, et que le Maroc est dans une trajectoire au niveau industriel extrêmement positive. La réponse est oui, mais à la première question. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à des chiffres plus importants? Le contexte est d'un côté extrêmement tendu, en matière de supply chain et d'approvisionnement, en matière de prix des intrants, etc., matière énergétique, autres intrants, semi-conducteurs, etc., que vous connaissez tous, mais il ouvre aussi d'énormes opportunités. Les opportunités, et le Maroc en a profité de ces opportunités. La guerre en Ukraine, par exemple, a fortement perturbé la chaîne de valeur européenne, notamment, et même mondiale au niveau alimentaire et énergétique, mais particulièrement européenne au niveau industriel, ce qui a permis au Maroc d'attirer ou de renforcer son attractivité par rapport à certains investisseurs, notamment les investisseurs allemands et autres. Au-delà de ça, cette crise aussi post-Covid et un peu inflationniste a eu des effets sur le prix des transports au niveau international, même si les cours sont en train de revenir à la normale. Aujourd'hui, ça nous a permis aussi de renforcer notre compétitivité étant vis-à-vis de notre marché principal qui est l'Europe. Donc, comme on dit en arabe, on en a un peu profité au niveau industriel, même si ça a eu un impact, il ne faut pas le nier, sur le pouvoir d'achat au niveau mondial, un peu moins pour les Marocains, mais au niveau mondial, ça a eu un peu moins parce que vous êtes des économistes. Et vous connaissez un petit peu, comme votre journal l'indique, vous connaissez un petit peu les écarts entre l'inflation qu'il y a au Maroc, ou celle qui est attendue pour la fin de l'année, et l'inflation qu'on voit un peu partout dans le monde. Il ne faut jamais gâcher une crise, c'est le principe. Donc nous, pendant les crises, et vous l'avez vu pendant la crise Covid, la plateforme industrielle marocaine et d'une manière générale d'approvisionnement marocaine a réagi de manière exceptionnelle. Aujourd'hui, on a des crises. Alors, qu'est-ce qu'elles ouvrent comme opportunité? Le Maroc s'est doté d'une infrastructure de classe mondiale, a développé un système de formation orienté vers l'industrie qui est fortement apprécié par l'ensemble des investisseurs et a développé une compétitivité globale exceptionnelle. Mais on montait de manière incrémentale quand il y avait de nouveaux projets, en fonction de la confiance, etc. C'était une croissance, on va dire, organique. Qu'est-ce que crée une crise? Elle casse ce cycle. Et elle nous ouvre l'opportunité d'aller saisir avec nos nouvelles conditions, nos nouvelles forces, et de les remettre sur la table et de les reproposer aux investisseurs. Ce qui fait que quand le cycle
d'une supply chain est cassée. On remet le Maroc avec ces nouveaux atouts sur la table, et les investisseurs regardent et se disent tiens, ce pays a fortement évolué et on a aujourd'hui la possibilité d'investir dedans. Donc bien sûr qu'on capte, et ça nous permet de même passer un palier. Au-delà de ça, on peut même profiter de la courbe qui chute. Et je vais vous donner un exemple, l'automobile en est le parfait exemple. Aujourd'hui, les exportations du secteur industriel automobile augmentent d'à peu près 35,5% sur les 9 premiers mois. Mais l'exportation de véhicules augmente de 50%, et vous savez que notre principal marché, c'est l'Europe. En même temps, le marché européen baisse de 26% en termes de véhicules privés. Donc une chute chez notre principal marché demandeur, et en même temps une croissance de 50% de nos exportations vers ce marché. Ça veut dire que nous avons les bons produits, le bon rapport qualité-prix à offrir à nos clients qui sont en difficulté. Et peut-être parce qu'ils sont en difficulté, ils descendent un peu de gamme, ou ils adaptent leur achat, ou ils achètent plus malin, et donc ils achètent des produits que nous leur offrons. Mais est-ce que aujourd'hui on va rentrer dans la fonderie moteur qui est extrêmement capitalistique, dans des circonstances où il y a des pays qui sont plus compétitifs, où c'est extrêmement énergivore, alors qu'il y a une transition vers l'électrique? Donc c'est des questions qu'on se pose, ce sont des investissements importants, et on en parlera quand on parlera de transition. Dans les 80% d'intégration, on avait mis en place une série de commodités ou de pièces qu'on devait faire entrer. On est en train de travailler avec des investisseurs pour y arriver. Dedans, il y avait de la fonderie aluminium, et il y avait de la fonderie aussi acier. On est en train de voir si on maintient ça ou on la remplace par d'autres commodités, notamment dans le thermique, parce que le thermique va perdurer, et de rentrer aussi dans la mobilité durable. Donc tout ça est étudié. Après, vous voulez appeler ça assemblage, vous voulez appeler ça... Monsieur le ministre, votre réponse... Vous voulez appeler ça une ferroie, et vous voulez appeler ça tournevis, vous appelez ça comme vous voulez. Je pense qu'on est plus dans l'assemblage. Vous pouvez penser ce que vous voulez. On fait 69% des pièces. La plupart des constructeurs sont dans l'assemblage. Mais toute la valeur ajoutée restante, on est sur 20% de la valeur ajoutée qui est dans l'assemblage. Et bien évidemment, pas seulement de l'assemblage, parce qu'on fait de la plateforme, etc. On fait de la presse, il y a de l'usinage, y compris dans ces usines-là. Il faut aller voir ce qui se passe. Et donc derrière, il y a une partie qui est une partie de fabrication et une partie d'assemblage chez les constructeurs, mais les 250 autres usines fabriquent des pièces. Alors vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est pas parce qu'il n'y a pas certains types de fonderies dans certains cas que nous ne faisons pas de la fabrication. On fait 69% de la valeur du véhicule. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On a encore 11% à aller chercher pour être les plus compétitifs au monde, mais ça n'est pas rien. Après, quand on va arriver aux 80%, vous allez me dire, vous n'avez pas de l'acier brut, ou vous n'avez pas du float, ou vous n'avez pas ceci, ou vous n'avez pas cela. On est en train de travailler dessus. Ce sont des produits extrêmement énergivores, encore une fois. C'est de l'industrie lourde énergivore, et il y a un make or buy, un arbitrage make or buy à faire, comme tout économiste et tout producteur de valeur ajoutée dans notre pays. Mais aujourd'hui, aller, par exemple, subventionner 80% de l'énergie pour aller faire du verre qui va nous coûter les yeux de la tête, juste pour aller dire qu'on fait ça, ça n'est pas un calcul économique viable et pérenne. Bien évidemment, d'ici 5, 10, 15 ans, quand on aura de l'hydrogène vert dans notre pays, et qu'on pourra transformer cette énergie en acier lourd, en fonderie ou en verre, on en reparlera. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur l'industrie lourde. On a des projets extrêmement intéressants, non seulement pour valoriser nos ressources naturelles ou les ressources naturelles du continent, mais aussi pour recycler certaines ressources mondiales. Donc on fait de l'usinage. On fait tout. On fait de l'usinage, de la fabrication, y compris de la fonte, y compris du stamping, etc. On fait tout, de la soudure. Toute la palette est là. Après, certaines palettes ou certains, on ne fait pas la culasse. Voilà. Ce qu'on ne fait pas, on ne fait pas la culasse. Ça, pour répondre à votre question. Mais tout le reste, autour, on le fait. Nos usines sont parmi les plus robotisées au monde. Ça peut vous étonner.
On a été dans ces usines. Bah Donc, oui, le taux mais de robotisation est des plus faibles. et il faut aller voir maintenant. Ça évolue, ça change. Et l'intégration des robots, allez voir, ne serait-ce qu'à la Somaka, vous ne la reconnaîtrez pas. Vous allez voir une danse de robots pour souder qui est magnifique. C'est une évolution qui s'installe au fur et à mesure. Alors oui, il y a eu une évolution. On a démarré, et effectivement, si vous avez été il y a 5, 6, 7, 8 ans, visiter ces types d'usines, les investisseurs étaient venus pour bénéficier d'une main-d'œuvre plutôt abordable par rapport à d'autres pays d'installation où ils pourraient aller, où ils sont déjà. Ça, je vous l'accorde. Mais ça a évolué. La main-d'œuvre marocaine est de plus en plus qualifiée, elle est de plus en plus éduquée, et elle-même est fournisseuse de solutions. Je vais vous raconter une anecdote. Quand Renault s'est installé à Tanger, vous savez, il y avait ces fameux robots là, qui ramènent les pièces automatiques qui venaient. Alors ils leur ont dit, c'est pas pour vous, on n'en a pas prévu, vous allez pousser votre chariot et vous allez le ramener sur les lignes de production. Parce que ça coûte extrêmement cher. Les ingénieurs de Renault se sont dit, bah, très bien, bah, on va faire le nôtre. Et ils ont fait le leur, qui est 70% moins cher que celui que Renault achète auprès de ses fournisseurs. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de le généraliser dans leurs usines. Donc nos ressources humaines sont en train de monter en gamme, sont en train d'acquérir un savoir-faire et une technologie, et même de la produire. Deuxième anecdote, il y a un petit mois, j'ai été dans une usine à Tanger, pareil, alors on m'amène, c'était une évolution assez intéressante dans la visite. Donc j'arrive, on me montre, on me dit voilà les produits qu'on fabrique ici, je fais très bien, des connecteurs, bravo, etc. Après on vient... Je connais cette boîte. Ah, ouais. Après, on passe à la deuxième étape, il fait ouais, ça c'est des produits, etc., qu'on fabrique ici, qu'on exporte en Chine. J'étais assez fier qu'on fabrique des choses ici, qu'on exporte en Chine. Quand même, c'est quand même intéressant au niveau de la compétitivité, de la productivité. Puis après, on arrive à la troisième étape et il me dit voilà, ça c'est des produits qu'on fabrique ici, mais qu'on a designés ici et qu'on fabrique dans d'autres usines dans le monde. C'est intéressant. Les Marocains ont designé quelque chose, j'en suis assez fier. Je pourrais aller voir votre unité de design, etc. Il me dit on ira voir ça en haut. Puis après, on avance encore un peu. Il me dit ça c'est une machine qu'on a designée ici et qu'on a fabriquée ailleurs. C'est exceptionnel. On fait même les machines. Et puis on arrive à la dernière étape et c'est là où j'ai pris, je ne sais pas si vous l'avez vu, un selfie devant la machine. Il fait ça c'est une machine qu'on a designée ici et qu'on a fabriquée ici. Je suis impressionné, une belle machine assez intéressante. Et ce qui est intéressant, je commence à poser la question. Je disais mais point de vue compétitivité, etc., comment ça fonctionne? Il me fait c'est très simple. D'abord, on a un problème de lead time, c'est-à-dire si cette machine, si je l'avais commandée, ça m'aurait pris un an et demi, mais en la faisant, y compris le design, ça m'a pris 4 mois et demi. Donc c'est exceptionnel, et elle coûte 70% moins cher, à tel point que le groupe va investir pour produire de la machine designée au Maroc et vendue dans le monde entier. C'est une filiale d'une boîte américaine qui fait de la connectique. Exact.